et seulement certains ont une indication dans l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez, je vous l'ai raccourci beaucoup ce chapitre-là et je vous l'ai quasiment calqué. Mais on va terminer par une question. On ne sait pas actuellement, et ça fait 15 ans que ça dure. Quelle différence d'efficacité entre ces deux classes au long cours en pratique clinique? Est-ce qu'on protège mieux les organes cibles avec l'un qu'avec l'autre? Est-ce qu'on a moins d'événements cardiovasculaires? Est-ce que le fait que dans un cas, eh bien, on augmente la bradykinine, mais au risque d'effets indésirables, ça c'est les IEC. Est-ce que l'effet que dans l'autre cas, avec les ARA2, on chinte la voie des chimases et on a des effets qui peuvent être directement cellulaires? Voilà. Quel est l'avantage de l'un ou l'autre? Donc la réponse est là. Hein. Actuellement, des méta-analyses, vous avez dû avoir des cours là-dessus, qui comparent beaucoup d'études, ont tendance à montrer que les IEC auraient un avantage sur les ARA2. Peut-être pas sur les accidents vasculaires cérébraux, mais sur l'infarctus, sur l'insuffisance cardiaque. Et donc la question c'est, peut-être la bradykinine pourrait exercer chez l'homme un effet protecteur sur les artères et les organes cibles, additionnel, sinon synergique, c'est toujours très difficile à démontrer, à celui de l'antagonisme de l'angiotensine 2. Donc peut-être que les IEC auraient un point d'avance sur les ARA2. Parce que la balance bradykinine-angiotensine serait en faveur de la bradykinine. On bloque l'angiotensine, donc on réverse tout ça. Tous ces phénomènes cellulaires sont inhibés, c'est très bien, c'est très bon. On protège l'artère, on protège le cœur, on protège les reins, tout ça. Mais en plus, on rajoute un effet de type bradykinine. Voilà. La question... je pense qu'on aura la solution dans quelques années. Enfin là, ça commence à se dessiner. On n'aura jamais de réponse exacte. On ne pourra jamais dire oui par quel mécanisme. Il y aura toujours des hypothèses, mais on avance progressivement. Troisième classe, les antagonistes de l'aldostérone. Donc ici, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus simple. C'est un médicament beaucoup plus vieux. 1982, l'AMM, un antagoniste compétitif des récepteurs de l'aldostérone. Vieille molécule, mais grevée d'effets indésirables, et donc on cherche d'autres voies. Elle agit au niveau du tube distal terminal et du tube collecteur. Le chef de file, c'est la spironolactone. Ça s'appelle aldactone en pratique clinique. Ça fait partie de ce qu'on appelle les diurétiques d'épargne potassique. Quand je vous traiterai les diurétiques, on les rangera à ce niveau-là. Donc, souvenez-vous du néphron, le glomérule, le tube contourné proximal, la branche descendante, puis ascendante, puis large de l'Henle, puis le tube contourné distal, et on arrive au tube collecteur. Donc ils agissent à ces niveaux-là, la partie toute terminale du tube distal et au niveau du tube collecteur. Mais tout de suite, il faut que vous raisonniez bien, que vous soyez entraîné à ça. Plus j'agis loin sur le néphron, plus le pourcentage de sodium filtré réabsorbé est faible. J'ai 25% dans l'anse de Henle, j'ai 10% au niveau du tube distal et j'ai 3% au niveau du tube distal terminal et du tube collecteur. Ça veut dire que j'agis sur un tout petit quelque chose, chez le sujet sain. Mais chez le sujet qui est en hyperaldostéronisme, ces 2 à 3% prennent une importance considérable, parce que c'est une réabsorption hydrosodée permanente qui peut aboutir à de fortes hypertensions et à une aggravation importante de l'insuffisance cardiaque. Donc même si c'est peu ici, retenez, c'est la physiologie, c'est le sujet sain. Ce n'est peut-être pas la réalité chez l'insuffisant cardiaque. Ou en termes d'effet au long cours, ça peut avoir des conséquences importantes. Mécanisme d'action intracellulaire, c'est un antagoniste compétitif. C'est un analogue structural de l'aldostérone.
Donc, il va prendre la place de l'aldostérone au niveau de son récepteur intracytoplasmique et bloquer la production de ce qu'on appelle les protéines aldostérone induites, AIP. Les protéines aldostérone induites, il y en a 3 qui nous intéressent, il y en a surtout une, c'est ENaC, dont vous avez déjà entendu parler. ENaC, canal amyloride dépendant, qui va réabsorber du sodium. Mais il a besoin d'autres protéines, parce qu'il a besoin d'abord d'une ATPK, d'une NAK-ATPase, et puis il a besoin d'ATP pour faire fonctionner la NAK-ATPase. Voilà, donc ces protéines aldostérone induites font fabriquer de l'ATP mitochondrial, vont fabriquer de la NAK-ATPase, et tout le système va pouvoir fonctionner de cette façon-là. Donc, antagoniste compétitive d'un récepteur cytoplasmique aux minéralocorticoïdes, une pharmacologie classique et une physiopathologie relativement classique. Si bien que, et c'est ce que je vous disais par rapport aux 2-3%, faible effet salidiurétique si le sodium est normal, mais un effet beaucoup plus important s'il existe un hyperaldostéronisme. Les antialdostérones sont très efficaces dans l'insuffisance cardiaque, puisque vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'aldostérone, dont les concentrations augmentent dans le cœur et le plasma, dont les effets sont des effets plasmatiques plutôt de surcharge volémique et intracardiaques plutôt liés aux arythmies. Et une grande étude qui s'appelle RAL a montré que, je crois que je l'ai plus loin, a montré qu'on prévenait les arythmies et on prévenait les complications de l'insuffisance cardiaque en rajoutant un antialdostérone au traitement de l'insuffisance cardiaque. Voilà un exemple de fibrose myocardique, avec une artère coronaire normale ici, et puis une grosse fibrose, vous voyez, alors ça c'est chez le rat, dans un modèle qu'on appelle sel-aldostérone. Voilà ce que je vous montrais, la fameuse étude. On rajoute de la spironolactone ou on n'en rajoute pas à des patients qui ont déjà un traitement pour l'insuffisance cardiaque et la probabilité de survie est meilleure sous spironolactone que sous placebo. Vous voyez, elle est à 50% à 2 ans et demi, ce qui est quand même très faible. L'inconvénient de ces antialdostérones, c'est plusieurs choses. Et ça, il faut le savoir absolument par cœur parce que c'est votre travail de tous les jours comme médecin généraliste. Hyperkaliémie, acidose métabolique, ça c'est moins intéressant parce que c'est lié. Donc on va en retenir 2, hyperkaliémie et activation des récepteurs aux androgènes. Activation des récepteurs androgènes, ça veut dire gynécomastie. Gynécomastie, ça veut dire augmentation de la taille des seins. Chez la femme, mastodynie, ça veut dire augmentation de la taille des seins avec une douleur, tension mammaire, et gynécomastie, ça peut exister chez l'homme qui voit les seins pousser. C'est pas très rigolo. Trouble des règles chez la femme, trouble de la libido chez l'homme. Trouble de la libido, les seins qui poussent chez un homme, bon, c'est pas très rigolo. Voilà, donc nous on aimerait chez certains patients qui ont des hypertensions secondaires, on est obligé de donner des antialdostérones et dans certains cas, il faut vraiment trouver des médicaments plus sélectifs. Il en existe un. On essaye d'avoir d'autres classes pharmacologiques pour que le traitement soit mieux supporté au long cours. Et on termine avec les inhibiteurs de la rénine. Il ne me reste plus que 3 minutes. Donc là, on est complètement en amont, dans les toutes premières étapes, et on va bloquer la grande étape régulatrice majeure de la production d'angiotensine 1. Alors, quel est l'avantage des inhibiteurs de la rénine par rapport aux IEC, par exemple? Eh bien, ils pourraient contourner cet obstacle-là. Par exemple, vous donnez des inhibiteurs d'enzymes de conversion, vous
bloquer la production d'angiotensine 2, mais la chymase provoque de la fabrication d'angiotensine 2 qui elle-même exerce un effet de feedback négatif sur le rein et qui va donc diminuer la production de rénine. Donc on peut contourner ce feedback négatif et donc on peut être entraîner un blocage du système rénine-angiotensine beaucoup plus complet. Voilà, premier argument. Deuxième argument, avec les AT1, alors ça c'est vis-à-vis des IEC, vis-à-vis des sartans, on ne sait pas très bien ce que c'est que cette stimulation des récepteurs AT2. Hein, quel est leur niveau de développement chez l'adulte, quel est leur rôle, peut-être en post-infarctus, peut-être dans le remodelage de l'hypertension, mais après tout, on ne sait pas. Et donc là au moins on est sûr d'être inefficace, enfin ou de ne pas les bloquer. Donc inhibiteur de la rénine, on évite, j'aurais pu même dire, on évite les effets liés à la bradykinin des IEC. Voilà. Et on évite les effets liés à la stimulation des récepteurs AT2 par les ARTAN. Donc vous voyez, point d'interrogation, un cours comme ça, transversal, où j'essaye de vous montrer la physiologie vers la pharmacologie, c'est un cours de mise en place d'un système. Après, je rentre dans le détail et on n'aborde plus trop ces questions-là. Bon, plusieurs médicaments ont été commercialisés. La liskirène a eu l'AMM en 2007. Et la liskirène fait la même chose. Il fait la même chose que les IEC et les ARA2. Et donc, il a une indication dans l'hypertension artérielle. Voilà. Il n'a cependant pas d'indication dans l'insuffisance cardiaque. Un essai thérapeutique, ça c'est l'étude d'altitude, n'a pas montré de supériorité de la liskirène sur un placebo pour diminuer les événements cardiovasculaires chez le diabétique de type 2, en plus d'un traitement habituel. Donc vous voyez, c'était des diabétiques de type 2, on essaye de les prévenir, donc on cherche l'indication prévention cardiovasculaire dans le type 2, c'était mon item 4 dans le tout début, et vous voyez, pas de différence. Et ça a donné un coup de frein considérable au développement de cette molécule, et je pense qu'elle sera de moins en moins prescrite. Donc actuellement, les médicaments que vous aurez, que vous avez à votre disposition, ça reste toujours les IEC et puis les ARA2. Et je pense que j'ai fini ici. C'est ma dernière diapositive. Une question encore débattue. On peut lui faire rejoindre la question que j'ai posée entre IEC et ARA2. Quelle différence d'efficacité entre les trois classes au long cours en pratique clinique sur la protection des organes cibles, sur les événements cardiovasculaires? On peut déjà y répondre sur les événements cardiovasculaires puisque je viens de vous montrer que dans l'essai altitude, il n'y a pas de différence versus placebo, alors que les IEC avaient montré une différence versus placebo. Voilà. Conclusion, indication des bloqueurs, ça c'est juste pour vous, pour que ce soit plus clair dans le cours, mais vous n'avez absolument pas à le retenir, pas en P2. Hein. Hypertension artérielle tous, insuffisance cardiaque congestive, certains IEC, certains ARA2, certains IEC et les anti-aldostérone, pardon. Post-infarctus, les IEC, prévention cardiovasculaire chez les sujets à haut risque, les IEC, néphropathie avec protéinurie, les IEC, néphropathie diabétique, IEC, ARA2. Voilà, vous savez tout. Merci pour votre attention.